Un adolescent de 15 ans est assassiné et abandonné sous un pont. Je me suis mise à hurler. De sombres secrets. Ils essayaient de se couvrir. Ils avaient quelque chose à cacher. Quelqu'un d'innocent ferait disparaître une preuve. Mène à des aveux troublants. Il m'a dit, c'est moi qui ai tué votre fils. The murder investigation of Kyle Morgan is heating up tonight. C'est comme si mon cœur avait été broyé. Dans la deuxième partie, une adolescente de 16 ans sort avec des amis, mais ne rentrera jamais. J'ai décroché et on m'a dit que Paige s'était fait tirer dessus. C'est ce que craignent tous les parents. Est-ce une attaque comme tant d'autres? Ils ont pu faire une bêtise, contrarier quelqu'un de dangereux. Ou est-ce un crime prémédité? Il l'a sans doute tué avant ça. Et il continuera sûrement. Qu'est-il vraiment arrivé à Paige et à Kyle? Body found under the Fort Henry Bridge has revealed that the body is that of Kyle Jerry Dale Morgan, age 15, the missing juvenile from Moundsville. Kyle Morgan est un adolescent de 15 ans. Il est ambitieux mais aussi très généreux. Il était futé, très intelligent. C'était un jeune garçon plein de vie. Tout ce qu'une mère pouvait attendre. Il avait tout le temps d'excellentes notes à l'école. Et il aimait ses professeurs. C'était un jeune homme exceptionnel. Kyle grandit dans le Kentucky avec sa mère Angela. Mais à l'âge de 14 ans, il part vivre avec son père à Moundsville, en Virginie occidentale. J'imagine que c'est comme ça avec tous les adolescents. Quand on se fâche avec maman, on dit qu'on va aller vivre avec papa. Mais la relation entre un père et son fils, c'est important. Kyle s'installe en Virginie occidentale juste avant d'entrer au lycée. Et il n'a aucun mal à s'intégrer. Il s'entendait très bien avec ses amis. Il était très populaire. Tout le monde le connaissait et tout le monde l'aimait. Tiara et Kyle sortent ensemble pendant quelques mois. Elle est en 3e, mais lui est encore en 4e. Dès qu'on pouvait passer du temps ensemble, on se retrouvait. On parlait, on se tenait la main. Il m'accompagnait en cours pour me voler un baiser, et puis il repartait pour son cours à lui. Il était très attentionné. Kyle et Tiara finissent par se séparer, mais ils restent amis. Il était très chaleureux avec tout le monde. Il voulait que tout le monde s'amuse et rigole et passe un bon moment. Mais le mercredi 15 juin 2016, les bons moments s'arrêtent brusquement. Il devait rentrer à la maison juste après l'entraînement, mais il n'est pas rentré. Au départ, ça ne semble pas si grave. Il est peut-être allé dormir chez un ami. Il reviendra à la maison dans un jour ou deux. Le lendemain, Kyle n'est toujours pas rentré et la peur s'installe. Son père décide alors de signaler sa disparition. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Et ça n'a fait qu'empirer à partir de là. La famille de Kyle est persuadée que quelque chose de grave est arrivé, même si certains ont des doutes. Quand un adolescent de 15 ans disparaît, il y a toujours la possibilité que ce soit une fugue. Malgré tout, les proches de Kyle ont le pressentiment que quelque chose de terrible lui est arrivé. Je savais qu'il n'avait pas fugué, c'était autre chose. Il n'était pas du genre à prendre une décision aussi étrange du jour au lendemain. Les amis de Kyle se servent d'Internet pour faire savoir qu'il a disparu. Les posts des réseaux sociaux se sont retrouvés sur des affiches et même aux infos. J'étais sur Facebook et je suis tombée sur un post. Je crois que ça disait juste « Rentre à la maison, Kyle. On veut que tu rentres à la maison. On veut savoir que tu vas bien. » Et je me suis mise à pleurer. On était mort d'inquiétude. Personne ne savait où il était. On avait appelé tout le monde, tous ses amis. Son père avait fait le tour de la ville. Mais on n'a rien trouvé. La famille de Kyle apprend plus tard que le 16 juin, à peine un jour après sa disparition, la police a fait une découverte macabre. On a rapporté la découverte d'un corps sous un pont au nord de Wheeling. Wheeling se trouve à 20 minutes de route au nord de Moundsville, où Kyle a été vu pour la dernière fois.
J'y suis allé tout de suite. Il s'agissait du corps d'un jeune homme. Il était sous une couverture. On aurait dit qu'il dormait. La victime n'a ni papier d'identité, ni téléphone portable. Ils pensaient que ça pouvait être un des sans-abri qui se rassemblent près du pont. Ils sont allés leur parler, mais ils n'ont rien trouvé. Personne n'avait rien vu. Étonnamment, il faut une semaine à la police pour faire le lien entre la découverte d'un corps sans vie et la disparition d'un adolescent. Mais après ça, la famille de Kyle reçoit la nouvelle qu'elle redoutait tant. J'ai appelé son père. Je l'ai senti dans sa voix, dans la façon dont il a répondu. Je lui ai dit, « Est-ce que tu as du nouveau ?» Mais il avait du mal à parler. Il a éloigné le téléphone et je l'ai entendu dire, « Je peux pas faire ça. J'arriverai pas à lui dire. » Et il a donné le téléphone à l'inspecteur. Je pouvais entendre Dale dans le fond, qui était en train de pleurer. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il pleure. Et j'ai commencé à crier contre l'inspecteur. Je me sentais tellement en colère contre lui. Il a fini par me dire sèchement, « Votre fils est mort. » Et j'ai dit, « Non, il n'est pas mort. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi ?» J'ai répété, « Il n'est pas mort. » Mais il m'a dit, « Kyle est mort. » J'ai lancé mon téléphone et je me suis mise à hurler. Je sais pas. J'étais devenue folle. J'arrivais plus à respirer. J'avais jamais été aussi bouleversée de toute ma vie. Le 23 juin, une semaine après la découverte du corps de Kyle, le rapport du médecin légiste apporte d'autres mauvaises nouvelles. Selon lui, Kyle aurait été assassiné. Le corps présentait des contusions. Il avait été battu et pas qu'un peu. Il était recouvert de bleu. Ils ont eu du mal à le rendre présentable pour la cérémonie. Il avait vraiment été roué de coups. J'arrivais pas à y croire. Je comprends vraiment pas pourquoi quelqu'un ferait une chose pareille. La police passe la scène de crime au peigne fin. Mais ils ne trouvent aucun indice qui leur permettrait de savoir qui a tué Kyle. Les zones d'ombre restent les mêmes. Qui était là-bas avec Kyle et pourquoi ça s'est fini comme ça? This is a very top priority case for the Wheeling Police Department. Est-ce que ça pourrait être un vol qui a dégénéré? Il semblerait bien qu'on lui ait volé ce qu'il possédait, sans doute après sa mort. Près du pont où le corps de Kyle a été retrouvé, il y a un campement de sans-abri. La police se rend sur place, espérant que quelqu'un aura vu ou entendu quelque chose. Peut-être qu'on pourra les aider à comprendre ce qui s'est passé ce soir-là. On espérait que quelqu'un nous donne une information qui nous aurait permis de faire avancer l'enquête. Il nous fallait une piste pour avancer. Mais personne ne déclare avoir vu quoi que ce soit d'inhabituel ce soir-là. Sans aucun nouveau élément, la police décide d'enquêter sur les dernières heures de la vie de Kyle. Son dernier jour, Kyle l'a passé à Moundsville. C'était l'après-midi du 15 juin. Il est rentré à pied après son entraînement de football américain. Que s'est-il passé entre le terrain de football à Moundsville et le pont de Wheeling, qui est à 20 minutes de route de là? Pourquoi Kyle est-il allé là-bas? Et une fois sur place, qui lui a fait du mal? Le 16 juin 2016, Kyle Morgan, un adolescent de 15 ans, est retrouvé mort sous un pont à Wheeling, en Virginie occidentale. On se dit qu'il est pas loin, qu'il va rentrer d'un moment à l'autre. Que ce genre de drame, ça peut pas arriver à quelqu'un de notre famille. On n'imagine pas un seul instant que ça tombe sur nous. Les inspecteurs sont dans l'impasse. Ils n'ont pas la moindre idée de qui aurait pu en vouloir à Kyle, ni pourquoi. J'essayais de comprendre comment il s'était rendu à Wheeling. Je n'avais toujours aucune piste quand la jeune femme s'est présentée et nous a donné des informations. On a interrogé des dizaines de personnes. On a analysé tout un tas de données numériques.
Une équipe de la police de Virginie-Occidentale est même venue pour réaliser une perquisition au domicile de M. Morgan, le père de Kyle, à la recherche de traces de sang. On ne voulait écarter aucune hypothèse. On l'a même soumis à un polygraphe. On a vraiment tout essayé, mais rien de tout ça ne nous a apporté la moindre réponse quant à ce qui s'est passé ce jour-là. S'il y a bien une chose dont j'étais certaine, c'est que ça ne pouvait pas être son père. Ils ont essayé d'en faire un suspect. Je comprends bien que le père est souvent le premier suspect. Mais je leur ai dit, vous faites fausse route. C'est impossible. Ça peut pas être lui. Je sais que son père ne lui aurait jamais fait de mal. Il l'aimait trop pour ça. Il a toujours veillé sur lui, il a toujours pris soin de lui. C'est un père formidable. Il a fallu que je leur dise ça plusieurs fois pour qu'ils arrêtent enfin de perdre leur temps là-dessus. Puis, le 18 juillet, un mois après la découverte du corps de Kyle, une adolescente se présente au poste de police et livre aux inspecteurs un témoignage choquant. Elle prétend savoir pourquoi il s'est retrouvé à Wheeling et comment il s'y est rendu. La raison pour laquelle il est venu à Wheeling, c'était pour acheter un billet de bus. C'est là qu'il a été déposé, près de la gare de bus. Il économisait pour revenir vivre dans le Kentucky. La jeune femme explique aux policiers que Kyle a demandé à son petit ami de l'amener à Wheeling. La grand-mère du petit ami est une femme de 68 ans dénommée Sharon Leach. C'est elle qui conduit les adolescents. En échange, elle s'est vue offrir un peu d'argent et de cannabis. D'ailleurs, ils ont fumé du cannabis ensemble en chemin pour Wheeling. La jeune femme raconte aux inspecteurs que la grand-mère a conduit les 3 adolescents à Wheeling. Puis, elle aurait déposé Kyle à la gare de bus. Mais pourquoi avoir attendu plus d'1 mois pour se manifester? Dès le lendemain, il savait que Kyle avait été porté disparu. Une semaine plus tard, il savait qu'il était décédé. Ils l'avaient bien emmené à Wheeling, mais ils n'ont pas communiqué cette information à la police. Selon moi, ça montre qu'ils avaient peut-être quelque chose à cacher. Ils auraient dû prévenir la police dès le lendemain. La jeune femme a déclaré à la police que si elle avait attendu si longtemps, c'est parce qu'elle avait peur de son petit ami. Elle ne s'est pas manifestée plus tôt parce qu'elle avait peur de son petit ami? Je vois pas trop le rapport. Je pense qu'elle n'a pas dit tout ce qu'elle savait. Les inspecteurs se rendent au domicile de la grand-mère, Sharon Leach, qui est infirmière à l'hôpital local. Elle connaît plein de gens et tout le monde a l'air de l'adorer. Quand la police l'interroge, Sharon Leach explique qu'elle était bien avec Kyle le soir de sa disparition. Elle a admis avoir rencontré Kyle Morgan et l'avoir amené à Wheeling. Sharon Leach raconte avoir déposé Kyle près de la gare de bus de Wheeling vers 23h. Et ça s'arrête là. Elle n'a pas admis quoi que ce soit d'autre en rapport avec l'enquête à part le transport jusqu'à Wheeling. Quand les inspecteurs lui demandent pourquoi elle ne s'est pas manifestée immédiatement, Sharon Leach répond nonchalamment qu'elle n'y avait même pas pensé. Elle n'y avait pas pensé? Pensé à quoi? Emmener un ado de 15 ans en voiture au beau milieu de la nuit? Les inspecteurs soupçonnent Sharon Leach de les avoir contactés à cause de l'intense couverture médiatique dont bénéficie l'enquête. We take it very seriously, not only because of his age, but because of, he was killed. He was murdered in Wheeling. Comme on est une petite communauté, les nouvelles vont vite et les gens s'y intéressent. Les médias reprennent souvent les informations locales. Voilà ce qui se passe ici, voilà ce qui se passe là. Elle a dû voir ça et elle s'est décidée à parler. Alors que les policiers parcourent le domicile de Sharon Leach, ils font une découverte étonnante. Le téléphone de Kyle était caché à la lisière de la propriété voisine. Le téléphone était au pied d'un buisson, dans un pré juste derrière chez eux. Comment le téléphone de Kyle est-il arrivé là? Quelqu'un voulait-il le dissimuler? Est-ce que quelqu'un d'innocent va jeter un téléphone dans la nature et faire disparaître une preuve? C'était pour cacher quelque chose. Il se trouve que c'est le petit-fils de Sharon Leach qui a essayé de se débarrasser du téléphone de Kyle en le lançant derrière chez eux.
l'adolescent explique aux policiers que Kyle aurait abandonné son téléphone volontairement. Oui, il a déclaré que Kyle lui aurait dit qu'il allait disparaître quelque temps et qu'il ne voulait pas qu'on puisse le suivre. On a trouvé ça très suspect. Pour les proches de Kyle, tout cela n'a aucun sens. Même s'il avait vraiment l'intention de disparaître, il n'aurait jamais abandonné son téléphone, selon eux. Je pense pas qu'il ait fait exprès de laisser son téléphone. Il aurait eu besoin de contacter quelqu'un tôt ou tard. Further investigation of Kyle Morgan is heating up tonight. Police have made an arrest. Le 8 août 2016, Sharon Leach est arrêtée pour avoir tardé à prévenir les autorités qu'elle avait emmené Kyle à la gare de bus. Sharon Leach a été accusée d'avoir entravé une enquête de police et d'être responsable des actions délinquantes d'un mineur. À la suite de ces accusations, elle a été condamnée à 6 mois de prison avec sursis. Mais rien ne laisse penser à la police que Sharon Leach ou son petit-fils savent quoi que ce soit à propos du meurtre de Kyle. On a recueilli des images vidéo, on a recueilli les témoignages des intéressés qu'on a croisés entre eux. Je pense bien sûr à Madame Leach et à son petit-fils. Il a d'ailleurs été soumis à un polygraphe, et on n'a aucune raison de penser qu'ils ont été impliqués après l'avoir déposé à Wheeling. Ainsi, la question demeure. Que s'est-il passé à partir de la gare de bus? Les inspecteurs examinent le journal d'appel de son téléphone à la recherche d'indices. Son téléphone a été soigneusement examiné, mais nous n'avons pas trouvé grand-chose. Ce dont les inspecteurs sont certains, c'est que Kyle était vivant quand il a été déposé à la gare de bus. À 23h, le 15 juin. Son corps a été retrouvé 15 heures plus tard. Que lui est-il arrivé dans ce laps de temps? On ne sait pas comment il a quitté la gare de bus, ni comment il est arrivé là où il a été retrouvé. Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un en chemin? Est-ce que quelqu'un l'attendait? On n'a aucun élément de réponse. Les inspecteurs savent aussi qu'il n'a pas pu prendre le bus. La gare était déjà fermée quand il est arrivé sur place. Il aurait fallu qu'il passe la nuit quelque part et qu'il aille à la gare de bus le lendemain matin pour acheter un billet. Une autre théorie émerge. Kyle avait un peu de cannabis sur lui. A-t-il essayé de le vendre en arrivant à Wheeling? Est-ce qu'il se serait attiré des ennuis? Je n'ai connaissance d'aucun indice qui laisserait penser qu'il s'agit d'un deal de drogue qui a mal tourné ou d'une bagarre. On a eu quelques théories, mais rien de concret. Je pense plutôt qu'il a cherché un endroit où passer la nuit en attendant de pouvoir prendre le bus le lendemain. De plus, les amis de Kyle disent que si quelqu'un avait voulu le voler, il aurait sans doute donné volontairement ce qu'il possédait. Je pense qu'il l'aurait donné directement. Je n'imagine pas en train de dire « Ma vie ne vaut pas plus qu'un peu de cannabis ». 3 mois passent sans aucune nouvelle piste. Puis un inconnu contacte la mère de Kyle sur Facebook. Et ce qu'il a à lui dire la choque profondément. Il m'a dit « Bonjour, je m'appelle Machin Warren et c'est moi qui ai tué votre fils. Je l'ai tué. Je l'ai frappé à la tête avec un marteau. J'ai lavé les traces de sang dans la rivière. Et après, il essaie d'être compatissant. Je suis désolée pour tout le mal que je vous ai fait, à vous et à votre famille. Si je pouvais revenir en arrière, je le ferais. » La mère de Kyle prévient immédiatement la police. Cette personne pourrait-elle vraiment être le meurtrier de Kyle? Je me suis dit que c'était lui, que ça ne pouvait être que lui. Mais la police établit rapidement qu'il ne s'agit que d'une très mauvaise plaisanterie. On a suivi cette piste jusqu'au bout. On est convaincu que ça n'a sans doute rien à voir avec le meurtre. C'était sans doute pour faire peur à la mère de Kyle. Ils ont dit que c'était quelqu'un qui cherchait à attirer l'attention ou un malade. Moi, je me suis dit, qui pourrait avoir envie de faire une chose pareille? C'est affreux. Je ne sais pas quoi dire. Ceux qui pensent que c'est drôle de faire ce genre de choses sont malades. Les inspecteurs se retrouvent à nouveau dans l'impasse. En 2017, 8 mois après le meurtre de Kyle, la police de Wheeling décide de demander de l'aide à la population.
Detectives continue to follow the case, but still no arrests. Au vu de la situation, je pense qu'il nous faut des informations précises sur les dernières heures de sa vie si on veut boucler l'enquête. Je peux vous dire que j'ai passé de nombreuses nuits à me demander ce qu'on pouvait faire, à me demander si on n'aurait pas pu aller plus vite ou si on avait manqué quelque chose. Frustrée, Angela décide de prendre les choses en main. Le 16 juin 2017, exactement un an après la disparition de son fils, Angela roule pendant plus de 6 heures du Kentucky jusqu'à Wheeling pour y manifester. Elle reproche à la police de ne pas en faire assez pour retrouver le meurtrier de son fils. Maintenant, ils ont cette nouvelle technique pour l'ADN. Et c'est bien, mais ça aurait été bien aussi qu'ils cherchent de l'ADN partout. Mon fils était recouvert d'une vieille couverture qui était déjà sur place. Ils ont cherché de l'ADN là-dessus et sur les vêtements qu'il portait. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien trouvé sur les vêtements parce qu'ils étaient mouillés. Et bien sûr, rien non plus sur la couverture qui traînait là depuis longtemps. Ce que je me demande, c'est pourquoi ils n'ont pas analysé le sac à dos où ils ont trouvé les autres objets. Il a été retrouvé sous le pont. Il y avait les livres de cours qui avaient été sortis, des feuilles, un bloc-notes. La police a tout gardé. Les vêtements de rechange qu'il avait dans son sac. Ils n'ont rien analysé de tout ça. Je me pose plein de questions sur ce qui n'a pas été fait. À chaque fois que je les appelle, c'est toujours la même réponse. Rien. Rien de nouveau. C'est désespérant à la longue. Parfois, je me demande si ça va déboucher sur quelque chose. Je ne sais pas quoi faire de plus. Rien ne pourra le ramener. Mais, d'une certaine façon, ce serait enfin possible de souffler un peu si on savait que la personne qui lui a fait ça allait se retrouver face à la justice. Les enquêteurs disent être frustrés eux aussi. Tous ceux qui sont concernés par cette affaire espèrent qu'elle sera résolue rapidement parce que c'est un gamin innocent qui a perdu la vie de façon brutale. On reçoit encore des informations et on suit toutes les pistes scrupuleusement. Donc le dossier n'est pas classé, il est toujours ouvert. Et pendant qu'ils attendent des réponses, les proches de Kyle ressentent chaque jour son absence. Il nous manque beaucoup. Je pense à lui tous les jours. Je l'aime et je l'aimerai toujours. Toujours. C'est vraiment très dur et au début on essaie de se dire que dans un an ou peut-être dans 2 ans ça ira mieux et on finira par relever la tête. Mais ça se passe pas comme ça. Ça va pas mieux. J'aimerais que le meurtrier arrête de se cacher et se rende. J'aimerais qu'il se mette à ma place. Qu'il imagine ce que je ressens tous les jours. À faire semblant d'être heureuse la plupart du temps, alors qu'on ne l'est pas. J'ose à peine imaginer comment il voit le monde. Après ce qu'il a fait, après avoir vu le corps de mon fils, son corps sans vie, comment il se sent, comment il peut continuer à se regarder dans la glace. Le 22 décembre 2014, une autre famille cherche des réponses à Grosse Pointe dans le Michigan. C'est une banlieue chic, située à l'est de Détroit, connue pour ses pelouses impeccables et sa communauté amicale. Mais quand une jeune femme est abattue à quelques rues de chez elle, la communauté est plongée dans un rare état de terreur. C'est vraiment horrible. C'est ce que craignent tous les parents.
Paige Stoker est une adolescente de 16 ans qui a tout pour être heureuse. C'est une des meilleures élèves de son école privée et elle pratique la crosse. Elle était parfaite sur tous les plans. Paige se consacrait aux livres. Les livres de cours, les devoirs, elle adorait ça. Elle adorait apprendre des choses et les mettre en pratique au quotidien. Paige était parfaite. Mes sœurs et moi, on a toujours été jalouses de Paige. Cette élève modèle rêve de devenir médecin un jour. Elle voulait devenir gynécologue et elle a su très jeune que c'est ce qu'elle voulait faire. Et elle travaillait très dur. Elle faisait aussi du bénévolat à l'hôpital. Elle faisait entre 4 et 6 heures de bénévolat chaque semaine alors qu'elle avait aussi l'école. C'est impressionnant. Je savais qu'elle deviendrait quelqu'un. Quand on voyait cette jeune femme, on sentait tout de suite qu'elle allait avancer dans la vie en faisant le bien autour d'elle. Paige est populaire à l'école, mais elle reste sensible aux besoins de ceux qui l'entourent. Elle met un point d'honneur à sympathiser avec ceux qui se sentent isolés. Il y a une jeune femme qui se sentait ostracisée à l'école. Et Paige est venue la voir et l'a prise sous son aile. Elle lui a dit « Soyons amis ». Elle voulait que chacun se sente à sa place. Et si quelqu'un se sentait exclu, elle voulait à tout prix les faire participer. Que ce soit pour une activité à l'école ou pour aller voir un film au cinéma. À la maison, c'est la même chose. Paige aime énormément sa famille. C'était la cadette de mes 3 filles. Elle a toujours adoré être avec moi. Que ce soit pendant que je cuisine ou que je m'occupe de la lessive ou que je surveille les chiens. Elle est très proche de ses grands-parents, à qui elle apporte des milkshakes au chocolat toutes les semaines. Tous les grands-parents doivent se dire que leurs petits-enfants sont exceptionnels. Mais Paige était exceptionnelle. Elle venait à la maison alors qu'elle n'en avait pas besoin, mais elle venait au moins 2 fois par semaine. Et elle travaillait dans la salle à manger pour pouvoir me tenir compagnie. Parmi ses voisins, Paige est la babysitter numéro 1 qui amadoue les enfants en les emmenant goûter dans des cafés. Elle était géniale avec les enfants. Elle a fait du babysitting pour moi et ça a été le coup de foudre. C'est comme si elle faisait partie de notre famille. Mais 3 jours avant Noël, le 22 décembre 2014, la vie idyllique de Paige va brusquement s'arrêter. Après avoir dîné chez elle en famille, Jennifer, la mère de Paige, va préparer des tartes pour le repas de Noël. Paige et sa sœur aînée Madison comptent aller voir un film à 21h30. Ma fille aînée est montée se préparer. Aux alentours de 20h30, Paige reçoit un appel de Mia, sa meilleure amie. Elles étaient meilleures amies depuis l'âge de 7 ans. Paige sort en trombe et saute dans la voiture de Mia, laissant son portefeuille derrière elle. Elle n'en avait pas pour longtemps, sinon elle m'aurait dit bonsoir. Mais Paige ne rentre pas. Puis ma fille est descendue et elle m'a demandé « Où est Paige ?» Et j'ai répondu « Je ne sais pas ». Donc on a essayé de l'appeler sur son portable, mais pas de réponse. C'est à ce moment-là que Jennifer reçoit un coup de fil terrifiant du voisin. J'ai décroché et on m'a dit que Paige s'était fait tirer dessus. Et j'ai dit « Quoi ?» Je ne savais pas du tout ce qui se passait. Les voisins disent à Jennifer que Paige a été emmenée à l'hôpital. La famille se rend immédiatement sur place. Et en arrivant, 2 prêtres m'attendaient à la porte. Et ils m'ont demandé mon nom. Et ils m'ont accompagnée dans une salle d'attente. Puis la police est arrivée. Ils m'ont raconté ce qui s'était passé. Puis ils sont revenus avec un chirurgien et ils m'ont dit tout ce qu'ils savaient. Les policiers expliquent à la famille que Paige et 3 autres adolescents ont été abattus. Ils étaient dans une voiture à quelques rues de la maison de Paige. On était tous debout dans une petite pièce. On était sous le choc. Et c'est là qu'ils reçoivent une terrible nouvelle. Ils l'ont opéré. Ils ont essayé de lui sauver la vie, mais ils n'ont pas pu. Ils sont sortis et tout ce qu'ils ont dit, c'est « Elle est morte ». Les policiers racontent qu'une adolescente de 16 ans a reçu une balle dans le dos. Un adolescent de 15 ans a reçu 2 balles dans le bras gauche.
et un adolescent de 15 ans a été touché à l'épaule. Paige est la seule à perdre la vie. Elle a d'abord été touchée dans la poitrine, puis elle a été touchée à la tête. Mais c'est la balle dans la tête qui lui a été fatale. Même si la balle dans la poitrine ne l'était pas. La seule personne qui s'en sort indemne, c'est Mia, la meilleure amie de Paige. Elle était dans le siège conducteur. Après la fusillade, l'adolescente, terrorisée, réussit à conduire ses amis blessés à l'hôpital qui se trouve à 4 kilomètres de là. Ça semble impossible à comprendre. Pourquoi quelqu'un irait faire feu sur un groupe d'adolescents? C'est ce que craignent tous les parents. Donc, ça a fait réagir des parents à travers tout le pays. La nouvelle de la mort de Paige choque toute la communauté de Grosse Pointe qui se rassemble autour de la famille de Paige. L'enterrement de ma fille a eu lieu à l'église où elle avait été baptisée, ici à Grosse Pointe. Et je pensais qu'il y aurait une 50aine de personnes. Au final, plus de 1000 personnes étaient là à son enterrement. Le meurtre de Paige engendre également des manifestations contre la violence à Grosse Pointe ainsi qu'à Détroit. With song in mind and prayer behind them, they are moving forward in this rally. All of this to try to find peace for Paige Soccer. Mais la question demeure, qui aurait pu en vouloir à la vie de Paige? Alors que sa famille entame son deuil, des inspecteurs de police interrogent les adolescents qui étaient dans la voiture avec elle. Ils apprennent que juste après 21h, les adolescents ont quitté la banlieue chic de Grosse Pointe pour Détroit. 3 rues plus loin, ils se sont arrêtés sur le bord de la route avant de se garer à l'angle des rues Philippe et Charlevoix. Ce quartier est connu pour être un lieu de violence fréquenté par des gangs. Le contraste est choquant. On a des belles maisons avec des pelouses impeccables, mais dès que vous entrez à Détroit, on a des maisons brûlées, en ruine. Les adolescents expliquent aux enquêteurs qu'ils ne sont restés dans la voiture que quelques minutes. Et un peu après 21h15, une Cadillac beige s'arrête brusquement devant leur voiture. Il y a 4 hommes dans le véhicule et sans prévenir, le conducteur sort et commence à tirer. Au moins 30 balles sont tirées. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui peut motiver quelqu'un à s'en prendre à un groupe d'adolescents avec un fusil semi-automatique? Serait-ce un vol qui a mal tourné? Police now believe that the teens were victims of an attempted robbery that turned deadly. Mais les enquêteurs ne trouvent aucun indice qui irait dans le sens de cette théorie. Donc, ils envisagent d'autres possibilités. Une de leurs théories, c'est que ces gamins se seraient rendus chez un dealer pour acheter du cannabis. Mais il n'y a aucun indice qui montrerait que les jeunes gens auraient voulu acheter de la drogue aux tireurs. Après quoi, une nouvelle hypothèse est formulée. Est-ce qu'il y avait dans cette voiture une personne en particulier que le tireur voulait abattre? Les autres ne seraient alors que des victimes collatérales. New motives emerging in the Paige Stalker case. Was it a random robbery or was this a targeted hit? It is a bombshell that could drastically change the murder investigation. À en juger par la violence exercée et le nombre de balles qui ont été tirées, on n'a jamais pensé que ça pouvait être un accident ou un vol qui a mal tourné. On sentait que c'était plutôt une histoire de drogue ou l'action d'un gang. Les survivants donnent des témoignages contradictoires, ce qui accentue les soupçons de la police. Ils n'ont pas tout dit à la police. Ils ont pu faire une bêtise, contrarier quelqu'un de dangereux. Au bout du compte, les adolescents finissent par avouer la vraie raison qui les a amenés à se garer ici. Ils ont fini par nous dire qu'ils s'étaient retrouvés pour fumer quelques joints. C'est tout. Mais l'autopsie de Paige montre qu'elle n'a pas fumé de cannabis ce soir-là. Puis, alors que les enquêteurs essaient d'y voir plus clair, une autre tragédie survient. Le soir du réveillon, seulement 2 jours après l'agression de Paige et ses amis, Christina Samuel, une jeune femme de 22 ans, est abattue dans des conditions quasiment identiques. Elle est assassinée à Détroit alors qu'elle est dans sa voiture, à quelques kilomètres seulement de l'endroit où Paige et ses amis étaient garés. Tout comme Paige, Christina semblait avoir une vie prometteuse devant elle.
Elle venait d'avoir son diplôme universitaire. Elle a validé sa licence en juin. Et le 20 janvier, elle aurait dû entrer à la faculté de droit. Elle essayait toujours de résoudre les conflits et de trouver des solutions. Christina était un rayon de soleil. C'était mon rayon de soleil. Est-ce que les deux meurtres pourraient être liés? Rassemblés derrière le grand-père de Paige et le père de Christina, les deux familles travaillent de concert. These men came together at this house today to share in their grief and immeasurable loss. Pendant ce temps, alors que les inspecteurs enquêtent sur le meurtre de Paige, ils trouvent deux types de douilles différentes. Ils en déduisent qu'il devait y avoir deux tireurs et non pas un comme les amis de Paige l'avaient rapporté. Il semblerait donc que les tireurs, quelle que soit leur raison, voulaient tuer Paige et ses amis. Mais pourquoi? Paige n'avait pas d'ennemis. Puis, les inspecteurs trouvent une piste. Une station essence du quartier leur fournit un indice précieux. Beaucoup de monde s'arrête à cette station essence, et certains membres de gangs y vont aussi. On y croise aussi des dealers. Plus tôt dans la journée, deux gangs rivaux se sont retrouvés là-bas. La situation a dégénéré et des coups de feu ont retenti. Personne n'a été touché, mais des coups de feu ont été tirés, et ils se sont enfuis. La scène a même été filmée. Plus tard dans la soirée, un des gangs est revenu. Ils ont vu la voiture dans laquelle se trouvait Paige et ils l'ont prise pour une des voitures du gang rival. Ils ont cru que l'autre gang venait s'en prendre à eux et ils ont suivi la voiture de Paige. Donc un gang se trompe de cible et exerce une violence terrible contre 4 adolescents. Sur les images de vidéosurveillance de la station essence, on voit quelqu'un qui correspond à la description que les jeunes gens ont faite du tireur. C'était un grand type avec des vêtements au motif camouflage et il portait une cagoule, donc on l'a vite remarqué sur la vidéo. Et même si elle était de mauvaise qualité, on pouvait bien voir sa veste, le camouflage et le masque. Mais qui se cachait derrière ce masque et comment la police peut-elle le retrouver? Dans les jours qui suivent le meurtre de la jeune Paige Stoker, la police découvre une vidéo de surveillance sur laquelle apparaît l'homme qui a attaqué Paige et ses amis. Mais hélas, l'homme ne peut être identifié car la vidéo est de mauvaise qualité et l'individu en question porte un masque. Mais une semaine après la fusillade, la famille de Paige reçoit des nouvelles encourageantes. Une personne a promis $10 000 à quiconque fournirait une information permettant de mener à une arrestation. On était tellement reconnaissants envers cette personne. C'est un homme d'affaires de Californie qui a fréquenté le même lycée que Paige. Et la récompense continue d'augmenter. This new money is on top of another reward that was put forward weeks ago by Crime Stoppers. That amount is $12,500, so the combined total reward is $162,500 to find the killer of Paige Stalker. Avec une grosse récompense à la clé, la famille de Paige espère que quelqu'un se manifestera. Ils commencent à coller des affiches dans le quartier où a eu lieu la fusillade. C'était en plein hiver, et on était avec une quinzaine de personnes de notre communauté dans ce quartier de Détroit où on n'est pas censé aller. On a distribué des tracts aux résidents, aux sans-abri et à tous ceux qu'on a croisés. On leur disait, il y a une belle récompense. Est-ce que vous avez vu quelque chose? 3 mois après le meurtre de Paige, la ville installe un panneau d'affichage pour faire avancer les choses. It wasn't supposed to end up on this billboard on Mack and Grosse Point. It's just hard when you're driving down the street and you look up and you see. Mais ça ne donne aucun résultat. Plus tard, en décembre 2015, près d'1 an après la mort de Paige, l'enquête reprend de plus belle. Un détenu d'une prison fédérale dans l'Ohio explique qu'un autre détenu de la prison lui a avoué avoir tué Paige. Il propose même aux autorités de les mener à l'arme du crime. Évidemment, on avait des doutes au début, mais il s'avère qu'il disait vrai et on a retrouvé l'arme en question. Les enquêteurs ajoutent le témoignage du détenu à la série d'indices déjà en leur possession. Grâce à ce témoignage, on a pu enfin identifier les 4 suspects. On avait aussi la vidéo et une partie de l'arme du crime. Donc, avec tous ces éléments, on a cru qu'on avait assez de preuves pour les transmettre au bureau du procureur.
La police de Détroit transmet les preuves au bureau du procureur du comté de Wayne. Mais ils sont surpris lorsque le procureur refuse d'entamer des poursuites. Ils veulent que ceux qui courent toujours soient incarcérés, et je comprends tout à fait ce point de vue. Mais la famille de Paige Stoker et nous-mêmes qui avons mené l'enquête, on voulait que les individus répondent de leurs crimes face à la justice. Tout le monde en a besoin pour tourner la page. La famille de Paige est en colère. Il a sans doute tué avant ça. Et il continuera sûrement. J'aimerais épargner ce chagrin à d'autres familles, parce que je ne pense pas que la plupart des gens se rendent compte de ce que ça peut faire à une personne ou une famille. Oui, on est dévasté, mais il n'y a pas que ça. Ça change toute la famille et comment on interagit les uns avec les autres, et même comment on se construit. On aimerait savoir ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé. Ma fille mérite que justice soit rendue et je serais très reconnaissante si la personne qui lui a fait ça pouvait nous apporter des réponses. On y a droit. On veut pouvoir tourner la page. La famille de Christina Samuel attend elle aussi des réponses. La police dit que son meurtre n'est pas lié à celui de Paige, mais ils n'ont toujours pas identifié son meurtrier. Police say 22-year-old Christina Samuel was not the intended target in the shooting near Carlisle and Redmond in Detroit Christmas morning. Unies dans le chagrin, les familles de Paige et de Christina se sont liées d'amitié et poursuivent le même objectif. On veut pouvoir tourner la page. C'est tout ce qu'on demande. In the days that followed, Paige's grandpa and Christina's dad found themselves grieving together. They've continued to comfort each other in recent days. La famille de Paige a décidé de fonder une association nommée « Préservons le futur de nos enfants ». On voulait agir pour protéger les jeunes. On a encouragé le développement de programmes de sensibilisation dans les écoles. Les proches de Paige sont déterminés à entretenir le souvenir de cette jeune femme brillante. L'école qu'elle fréquentait ici à Grosse Pointe, l'école Liguette, a mis en place une bourse annuelle qui porte son nom. Et l'hôpital où elle faisait du bénévolat a également mis en place un programme de bourse destiné à 2 étudiants en médecine. Un compte Facebook, la page de Paige, continue d'honorer sa mémoire. Mais rien ne pourra effacer le chagrin de sa famille. Je voulais en savoir plus sur la mort de ma sœur et comprendre tout ce qui s'est passé. Pour Avery, la sœur de Paige, le plus dur, ce sont les questions qui restent sans réponse. Oui, j'en veux à ceux qui l'ont tué, comme nous tous. Mais ce qui me frustre le plus, c'est de ne pas savoir. Je veux savoir. Pour la mère de Paige, c'est son avenir brisé qui l'a fait souffrir. Elle allait devenir médecin. Peut-être qu'un jour, elle aurait pu sauver l'un d'entre vous. Mais elle ne sera pas là pour le faire. Alors que la famille attend des réponses et que justice soit faite, la sœur de Paige a trouvé une façon bien à elle d'entretenir le souvenir de Paige. Elle lui parle grâce à un livre de poèmes qu'elle a écrit. Je n'ai pas entendu ton dernier soupir. Je ne t'ai pas vu fermer les yeux. J'ai appris que tu étais parti trop tard pour dire adieu. Adieu, ce n'est pas la fin. Adieu, ce n'est pas ça. C'est pour dire... La chaleur avait la couleur d'une carte postale pliée trop longtemps. Rouge. Ocre. Un bleu cru planté au-dessus comme un timbre mal léché. La route filait tout droit, avec cette arrogance des lignes qui n'ont jamais appris à tourner. Sur l'aire poussiéreuse, là où l'on vend des glaces qui fondent avant d'exister. Un banc de ciment jetait une ombre courte, pas assez longue pour contenir une attente. C'est là que la journée s'est mise à boiter. Un bus a pris de l'avance sur le temps. Le soleil a oublié d'être patient, et le monde se monte de là. Fait de bitume et d'herbes brûlées, a choisi 1 minute et pas une autre pour changer de grammaire. On jurerait que le désert se tait. Il parle pourtant à sa manière. Un panneau qui vibre, un oiseau qui rase l'horizon comme une rature. Un bout de sac plastique qui apprend la danse au vent. Cette fois, il a retenu son souffle. Les voitures ont continué leur procession poussière.
carrosseries chaudes, hameçons qui se dissolvent dans la lumière. Mais quelque chose manquait dans le paysage, un geste banal. Ça va, lancé sans y penser. La promesse qu'on se revoit au retour. On n'avait pas prévu que le silence puisse, lui aussi, faire un bruit. Celui d'une minute qui ne rend pas la suivante. La route a ses témoins. Une vendeuse qui plisse les yeux à force de soleil et voit mieux que nous. Un chauffeur qui compte les adolescents avec le sérieux d'un percepteur. Un retraité qui connaît par cœur les ombres du talus et sait quand l'une d'elles ment. Ils ont vu sans comprendre, puis compris sans vouloir voir. Un bus a disparu dans la chaleur. Un autre a suivi sa trace. Et entre les deux, le désert a décidé de tenir sa langue. Alors on a fait ce que font les vivants quand on leur arrache une continuité. On a inventé des versions, on a déplacé des minutes. On a mis de la logique dans l'absurde. On a cherché, déjà, un bord à la carte postale pour l'empoigner. L'après-midi a commencé sa longue bascule. Les moteurs ont ralenti par superstition. Les regards ont appris à ratisser la bande d'ombre sous les barrières. Le téléphone a pris la parole avec cette assurance des objets qui ne connaissent ni la honte ni le doute. On a appelé, on a rappelé, on a répété. Les mêmes phrases, plus fort. Comme si la vitesse pouvait remplacer la précision, le désert n'a pas répondu. Il a offert, en échange, son inventaire, une empreinte de basket dans un coin de sable dur. Un ticket froissé porté par une rafale, une bouteille vide couchée comme un point d'interrogation. Autant de choses qui ressemblent à des indices et qui, à la lumière, refusent d'obéir très vite. La route s'est peuplée de volontaires, des mères en casquette qui marchent à contre-soleil, des pères qui forcent la voix pour étouffer le tremblement, des voisins qui n'avaient jamais quitté leur jardin et qui découvrent que le monde, hors de là, tient mal les promesses. On a tracé des lignes invisibles, toi jusqu'à la clôture. Moi le fossé, vous la bande d'arbres maigres qui se prennent pour une forêt. On a appris à dire rien autrement, non pas l'absence. Le refus du désert de nous prêter sa grammaire. Les hélicoptères ont mis des lames dans le ciel. Les chiens ont signé le sol de leur logique. Et toujours la carte postale, rouge. Ocre, bleu, offerte au présent, avec l'indécence des paysages qui ne se sentent jamais coupables. Quelqu'un a sorti un plan. Le plan, au début, dont naît de la contenance, des flèches, des cercles, des repères. Les noms s'y accrochaient comme des épingles à linge à raie, passage à niveau, aire de repos, fossé numéro 3. Puis, en fin de journée, le plan a pris du poids. Il tenait dans la main comme on tient le dos d'une chaise au funérarium. On y a peau et des doigts ici. On a vu, là, on a cru, plus bas. On a peur. Les minutes de sus ne voulaient toujours pas se ranger. La police a mis les mots qu'elle sait mettre, ces mots carrés qui ne font jamais trop mal tant qu'ils restent dans la bouche. Protocole, périmètre, procédé, ce sont des mots utiles, mais ils se plient mal dans le vent. Alors un sergent, celui qui ressemble à tous les sergents qu'on croise dans les histoires vraies, pâle de soleil et têtu d'épuisement, a choisi de compter autrement. Il a posé sa paume sur le capot d'une voiture trop chaude, a respiré 3 fois et a dit « On continue ». Le désert l'a entendu, il a retenu. Encore, sa poussière. Exactement ce qu'il fallait pour que les yeux attrapent la mieux. La nuance. L'herbe couchée par un passage récent. La torsion d'un brin de fil. La façon qu'a une branche de se souvenir d'une épaule. Ce soir-là, aux infos, la carte postale a envahi les écrans. La caméra aimait trop la lumière. Elle voulait nous faire croire qu'ici, que maintenant, tout pouvait se régler à coups de zoom et de belles phrases.
Des voix ont offert la consolation des hypothèses. Ailleurs. Dans des cuisines, on a mis le repas sur la table en se taisant. On a entendu le mot « disparu » à la radio et on s'est regardé comme on se regarde dans un miroir qui tremble. Sur la route, les bénévoles marchaient toujours et quand la nuit a décidé de descendre son rideau, le désert a exigé une dernière concession, que l'on apprenne pour de vrai la lenture, celle qui ne renonce pas, celle qui trace les lignes avec la patience d'une main, qui n'écrit pas pour la galerie. La première nuit, justement, a enseigné ses règles. On y voit moins, on y entend mieux. Le bitume raconte sa journée en craquant. Les grillons organisent la chorale. Les chiens apprennent l'alphabet du sol. Les torches dessinent des tunnels qui ne tiennent pas longtemps, mais qui suffisent à rassembler les pas. On s'appelle par les prénoms, on compte sans s'en vanter. On se rappelle le dessin exact du talus. Un voisin s'arrête, lève la tête, écoutez. On n'entend rien de plus. Et pourtant, l'air dit quelque chose, un filet de constance, une promesse maigre que le matin n'effacera pas tout à fait. Le lendemain, la route avait déjà un autre visage. Les journalistes glissaient leur micro comme on glisse des cartes dans un jeu où l'on ne gagne jamais. Les policiers changeaient de veste mais pas de cadence. Les mères gardaient l'eau froide dans les glacières, prêtes à entêter l'espoir. Et le désert, maître d'école sans pupitre. Poursuivez sa leçon, vous ne pourrez pas le forcer. Vous devrez l'apprendre, vous poserez vos questions à hauteur de cailloux. Vous prendrez au sérieux une trace de pas qui n'a pas voulu être trace. Vous donnerez un nom à l'endroit où le vent oublie parfois de travailler. Alors, on a fait ce que fait un pays tout entier quand un bord s'effrite. On a ajouté des mains, des cartes, des drones, des prières, des promesses. On a juré de ne pas laisser le sable retirer sa signature. On a posé sur le comptoir de la boutique d'angle une boîte où l'on glissait des numéros, des idées, des « j'ai peut-être vu ». La vendeuse au regard de sel triait sans juger. Parfois, elle levait de la tête, balayait l'horizon d'un geste ramassé et disait « Pas aujourd'hui, mais on y va ». Personne ne lui a demandé d'où venait sa certitude. On s'en est servi. Au milieu de ce mouvement, un détail a pris racine. Une carte postale, justement, audos, ou une écriture d'enfant, ou de quelqu'un qui veut imiter l'enfance. Un paysage banal, d'une sagesse. Ciel trop propre, elle a circulé de main en main, a restauré pour un instant l'illusion que tout récit possède un bord, une adresse. On timbrait, on l'a posée contre une caisse métallique. Près des bouteilles d'eau, elle tenait là comme une promesse mal élevée. Personne ne s'y fiait. Mais chacun, en passant, a posé un doigt dessus, comme on touche du bois. Et la route, alors, apparut moins droite, moins arrogante. On y a vu 1 millimètre une courbe possible, un endroit où la vie, peut-être, accepterait de revenir à sa bonne vitesse. C'est ainsi que commence une longue chasse qui refuse de s'appeler comme ça, par une minute déplacée, un banc trop court, un soleil trop sûr. Et l'obstination d'un pays à corriger la géométrie d'un désert qui n'offre rien. On ne promet pas le miracle, on promet la tenue, marcher à la bonne cadence. Regardez ce que le vent n'efface pas, apprendre la grammaire du rouge, de l'ocre et du bleu. La suite racontera les chiens, les fossés, les mensonges utiles et les silences honnêtes, mais déjà, la carte postale a changé de métier. Elle n'est plus une image à vendre. Elle est un talisman pauvre. Et dans ce coin d'Australie, où le bitume a des habitudes,
C'est parfois la seule magie dont on dispose. Le deuxième jour s'est levé comme une ampoule fatiguée. La lumière a bien fini par venir. Mais on sentait qu'elle se forçait. Sur le bas-côté, le banc de ciment gardait l'empreinte sèche d'une attente interrompue. La poussière, déjà, s'appliquait à recouvrir cette absence, comme on remet une nappe sur une table qu'on n'a pas eu le temps de débarrasser. La route filait, droite, telle qu'en elle-même, mais pour la première fois depuis des années, elle était regardée comme un lieu et non plus comme un trajet. Les regards, eux, c'était une mise au travail. La vendeuse de glace, celle qui sait lire le vent à la commissure des panneaux, ouvrit plus tôt. Elle posa 2 bouteilles d'eau sur le comptoir, une pour elle, une pour quand on aura besoin d'un tien. Les premiers volontaires passèrent. Modestes, visières trop neuves. Pas encore l'assurance des battus. On leur donna des zones, des mots simples, l'alphabet du terrain. Talus, fossé, clôturé, barrière. Boîte aux lettres. On traça des lignes à la craie sur une carte plastifiée. Et la craie, vexée par l'air sec, fit des traits cassants. Ce n'est pas grave. Dit un policier en tirant le film plastique. On reprendra. Sur l'air. Un bus se garait, moteur encore chaude. Chauffeur silencieux. Il sortit, fit le tour du véhicule, mais pas comme on vérifie une machine, comme on cherche une phrase perdue. Il s'arrêta près du banc, posa la main sur le ciment. Le geste avait l'air de rien. C'était un serment. À quelques mètres, un retraité examinait la bande d'herbe brûlée, la manière qu'a une tige de garder mémoire d'un passage. Là, dit-il, et son doigt, large de soleil et d'habitude, désigna non pas une preuve, une probabilité. La police coupa la route en 2, non pour interrompre le pays, pour lui apprendre à regarder. Les hommes, en gilets oranges, s'installèrent dans la chaleur, avec cette endurance de gens qui ont du temps et qui, pour une fois, savent quoi en faire. Les chiens, plus bas, prirent le relais du langage. Ils posèrent des pointes de suspension dans les broussailles. Au-dessus, l'hélicoptère sema sa farine sonore. Elle retombait en bruit blanc sur les épaules. Le désert. Bougon fit mine de ne rien comprendre. Il conservait, avec son ironie de vieil instituteur, le droit de corriger nos copies. La famille, elle, fit ce que font les familles quand la grammaire se déchire. Elle inventa une précision. Une photo imprimée chez un voisin. Des affiches scotchées de travers sur des vitrines. Un numéro qui promet de décrocher. Un prénom prononcé sans haussement de voix. Comme on tient une bougie à l'abri du vent. On dit que les prières se ressemblent. Celle-là avait la couleur d'un t-shirt qu'on distingue de loin, le rouge obstiné que le soleil refuse de blanchir. Dans les cuisines, on découpa des pains et on remplit des glacières. Parce que le pays sait depuis longtemps que les miracles, s'ils existent, ont faim et soif comme les autres. À midi, la route fit semblant de redevenir elle-même. Les camions poursuivirent. Les touristes s'arrêtèrent, prirent des photos de rien. Se dirent que c'est grand, l'Australie, et repart, iront avec le soulagement coupable de n'avoir pas été appelés à rester. Eux ignoraient le frisson qui traversait la bande d'ombre, l'alignement imperceptible des regards, ceux de la vendeuse, du chauffeur, du retraité, la manière qu'avait le désert de retenir sa poussière. Par politesse pour les yeux du pays, puis survint le premier faux récit. Il vient toujours parce que la peur déteste le vide. Un témoin jura avoir vu une voiture claire ralentir, fenêtre ouverte. Musique trop forte pour l'heure. Un autre se souvint, au contraire, d'un véhicule foncé, silence de cuir et climatisation. Un troisième
Plus honnête, dites. J'ai peut-être confondu. La police prit. Note. Tria. Fit des piles, chercha la cohérence. Le sergent, celui des paumes posées, préféra compter les secondes, l'écart entre le bus attendu et le bus venu. Le temps qu'un moteur mette à grimper la côte, la vitesse du nombre sur une barrière. Il ne cherchait pas un monstre, il cherchait une cadence. L'après-midi s'allongea, l'air lourde se tassait dans les fossés. Les insectes y faisaient une musique qui ressemble à du courant électrique. Un volontaire appela. La voix friable. J'ai trouvé. Ce n'était pas ce que l'on redoute toujours. C'était un morceau de carton plastifié, probablement tombé d'un sac, une carte de fidélité gondolée. La promesse mécanique de glace gratuite après dite timbre. On rit mesquinement, puis personne n'osa jeter. On le glissa dans une pochette avec l'embarras des rires qu'on ne se pardonne pas. Le désert venait de rappeler que les indices se déguisent en habitude. Vers 4 heures, l'ombre du pont jeta sa bande froide sur la route. Cet endroit, d'ordinaire simple, prit un relief si net qu'on aurait voulu qu'il parle. La rambarde avec sa peinture qui pèle, la dalle où les chaussures marquent plus longtemps, la petite niche où l'on range les outils quand on répare. Un gendarme s'agenouilla, les coudes sur les genoux. Regarde, basse, il n'y avait rien à voir. Il y avait à tenir l'endroit, pour empêcher le jour de passer comme si de rien n'était. La carte postale, oui, celle au dos griffonné d'une main, qui cherchait à imiter l'enfance. Elle avait changé de statut. On l'avait d'abord laissée près des bouteilles de eau. On l'épingle désormais à un panneau en liège derrière le comptoir, avec un mot au feutre. Revenir. Les gens qui entraient pour des glaçons la lisaient en se taisant. La toucher, du bout des doigts, pas par superstition, par accord. La vendeuse, chaque fois, la remettait droite d'un geste rapide, comme on remonte une épaule qui tombe. Au coucher du soleil, le ciel, large et sans modestie, fit de son numéro. Il offrit du théâtre au malheur. La lumière joua à devenir orangée, puis violette, puis presque verte sur l'herbe sèche. Les caméras adoraient. Alors la famille, en retrait, choisit l'endroit où elle se tiendrait désormais. Pas dans le champ des objectifs. À côté, juste à côté, là où la dignité a sa place. Une mère ajusta l'ourlet de sa peur. Un père vérifia le poids d'une phrase avant de la donner. Les volontaires, en se retirant, marchèrent moins vite, non par fatigue, par respect pour la nuit qui allait reprendre le service. Le soir, les hypothèses s'invitèrent aux tables. Les salons, loin de la route, firent de leur cuisine. Et si... Mais alors... Ici, on refusa les triomphes d'intelligence. On garda les mains au travail, chargèrent les lampes, trier les zones, réviser la liste des fossés. Un policier, yeux rouges de sel et de manque de sommeil, se fit apporter une carte plus large, pas pour rêver plus grand. Pour relier, il y traça, non des flèches, des lignes d'air, routes secondaires. Chemins d'entretien, accès de service. Il chercha les pointes de décision, là où un conducteur hésite, là où un piéton accélère, là où un mensonge naît plus facilement. Quelqu'un parla de caméras des yeux fixes, indifférents, qui regardent sans voir et qui, parfois, acceptent de rendre 2-3 minutes d'un jour d'avant. On lista les ponts, les stations-service, les vitrines qui, dans leur impossibilité à dormir, peuvent sans le savoir nouer un fil. Le sergent ne promit rien. Il dit seulement « On peut encore rétrécir la minute ».
Rétrécir la minute, c'était tout le programme. La nuit, la vraie, s'installa comme un grand rideau sans bruit. Les torches reprirent leur balai de tunnels. Les chiens, au ras du sol, se firent orthographes. Le désert, de mauvaise grâce, laissa le vent retomber, juste assez pour que les oreilles puissent attraper les bruits utiles. Une bête qui détale, un caillou mal reposé, le chointement d'un pneu au loin. Sur l'air, la vendeuse finit par baisser un volet à moitié pas par sécurité. Par tenue, laisser au lieu la possibilité de briller sans que tout le monde se croie autorisé à l'interrompre. Au cœur de cette nuit-là, un petit événement improbable mit d'accord ceux qui doutaient encore. Un bus s'arrêta, vide. Pour une révision, le chauffeur coupa tout moteur. Lumière puis ralluma un unique plafonnier, Paul. Malade. La carcasse éclairée de l'intérieur ressemblait à une chambre d'hôpital dans un film. Il traversa l'allée, s'assit un instant sur un siège au milieu, regarda l'allée comme on regarde une rivière dont on veut se souvenir de la vitesse. En sortant, il signa sur un formulaire, à la case « Observation ». Il écrivit sans se relire. On doit attendre, même quand c'est tard. Personne ne lui avait demandé de produire un manifeste. Il avait, Louis, besoin d'une règle. Le matin revint, avec la même pudeur, une lumière qui a honte de montrer son visage, mais quelque chose avait changé. La route, droite, ne faisait plus l'orgueilleuse. Elle s'écoutait. On reprit les battus, on rallongea les zones, on raccourcit les certitudes. L'air, malgré la chaleur, contenait un mot qui n'y était pas la veille. Ténue, on n'avait toujours pas de miracle à vendre. Mais on avait ce qui tient quand les miracles restent de l'autre côté. Une communauté qui a appris la cadence des fouilles. Des policiers qui savent compter les secondes au lieu de multiplier les hypothèses. Une carte postale fixée droit sous un mot simple. Et cette obstination à rétrécir la minute jusqu'à ce qu'elle rende sa vérité. Le désert. Pour la première fois, sembla s'incliner. Il offrit, sur le talus, une herbe couchée d'une façon qui ne trompe pas les yeux qui ont marché. Quelqu'un appela doucement. On s'approcha sans se presser. On plaça les pieds exactement, là où d'autres les avaient posés. Et l'on comprit qu'ici, tout se jouerait à ce niveau-là. Dans des détails qui refusent le cinéma. Dans un pays qui saisit que la justice, parfois, commence par un pas plus lent. Un regard plus bas, une minute corrigée. Le troisième jour s'est présenté avec une lumière neuve, pas plus forte, plus juste. Comme si le soleil lui-même avait accepté de descendre d'un cran pour ne pas imposer son panache à nos yeux usés. La route, droite, n'osait plus siffler. Elle écoutait sur l'air. La vendeuse avait remonté le volet plus tôt que la veille. Elle avait ajouté une thermos de café noir à côté des bouteilles d'eau et scotché. Un petit mot au-dessus du comptoir. On tient. Ça n'avait l'air de rien. C'était un contrat. Les équipages s'étaient réaccordés. Au lieu de se jeter partout, on s'est mis à resserrer. Le sergent posa la carte plastifiée sur le capot chaud d'un 4x4 et, du bout du feutre, redessina la minute manquante. Non plus comme un trou, comme une fenêtre. Board A, bank, board B. Angle de voie du pont, board C. Pendant qu'autour du quai, depuis 2 jours, refusait de se remettre droit. Ici, dit-il en tapotant le plastique, on ne cherche pas un fantôme, on cherche un écart. Les volontaires, rangés autour, opinèrent sans bruit le retraité, qui connaissait la route depuis avant les changements de vitesse, leva le doigt. Le vent tourne à cet endroit après-midi. Ça pousse les odeurs vers le fossé nord.
Le maître chien sourit. Cette fois. On commence par là. Le premier signal vint d'une chose qu'on aurait ignorée un autre jour. Un couvercle de bouche d'égout mis de travers. À 1 mètre à peine du banc, le genre de détail que le désert bouge avec sa respiration. Sauf que la poussière, autour, dessinait un halo propre, comme si une main avait cherché ou rangé avec trop de soin. Le sergent se pencha, main sur les cuisses, et laissa son regard descendre en plusieurs marches, comme on prend un escalier qu'on n'a pas dessiné soi-même. « On n'ouvre pas, dit-il. »« Pas encore, on note. » Il traça une croix minuscule sur la carte et marqua l'heure, un geste pauvre. 1 heure gagnée, plus loin. Sous le pont, l'ombre fraîche s'était allongée à la bonne vitesse. La dalle avait gardé, de la veille, la mémoire d'un genou pas une trace nette, une fatigue dans le béton. La vendeuse, venue, portait des gobelets. S'agenouilla sans y penser exactement au même endroit et sentit sous sa paume une aspérité nouvelle, un grain de plastique. Rouge, pas plus grand qu'un point de couture. On pourrait jurer à une illusion. Le maître chien posa le nez à côté. Un battement, 2. Puis leva la tête avec cette dignité calme des animaux, qui ne promettent rien. Souffla-t-il en traduisant. On glissa le point rouge dans une pochette. Sur le capot, la croix prit du poids. On ne s'enthousiasma pas. Dans ces histoires, l'enthousiasme est un outil dangereux. Il courbe la carte. On continua à rétrécir. Un volontaire au regard de menuisier proposa de tendre une ficelle entre le banc et la rambarde. À hauteur d'épaule, pour figurer un passage sans l'inventer. La corde ne mentit pas. Elle indiqua clairement un couloir de 30 pas où n'importe quelle décision devient plus facile pour fuir. Détourner, distraire. 30 pas, répéta le sergent. Soit 22 secondes à ce soleil-là. C'est notre minute à réduire. Il gribouille, respire. Et pour la première fois depuis 2 jours, on sentit que le pays changeait de métier. Il cessait de courir. Il comprenait. Le bus du matin s'arrêta à l'heure exacte. Le chauffeur descendit. Non pour rejouer la scène, pour corriger ce qui se corrige. « Je peux attendre plus longtemps », dit-il au sergent. « On prendra l'habitude. » Il leva les yeux vers le talus. Comme on s'excuse auprès d'un endroit. Puis, Gästesland, il marcha jusqu'au banc. Posa sa pomme sur le ciment. Ferma les yeux 2 secondes, ni prière ni théâtre. Et repartit. Les adolescents dans l'allée chuchotèrent moins fort que d'habitude. On peut apprendre la tenue en moins d'une journée, si la route consent à vous la donner. En fin de matinée, la première caméra parla. Une station-service à 3 km. Un œil fixe oublié sous un auvent. Rendu à moitié myope par la poussière. Un technicien. La peau cuite à force de trappes et de câbles. Apporta en disque dur, dans une glacière, sa manière de respecter ce qu'il transporte. On évita l'attente des médias. On glissa la machine dans l'arrière-boutique de la vendeuse. La clim épuisée fit son bruit de moucheron. L'écran afficha, en bandes grises, des voitures, des ombres, des reflets. Le sergent se força à regarder lentement. On vit des choses qui n'aident jamais, des gens heureux qui n'ont pas à s'excuser. Un chien qui trottine sans but, un ciel trop bleu pour les nouvelles du jour. Puis, à 1 heure qui mordait la nôtre, une silhouette, fenêtre ouverte. Bras appuyés, un véhicule qui pourrait être tous les véhicules quand la chaleur fait danser la vérité. Couleur, demanda quelqu'un. On n'osa pas répondre. Le désert, par l'intermédiaire de la caméra, avait encore arrangé sa palette. Le sergent hocha, enfonça la touche pause exactement,
au moment où l'ombre du toit masquait l'angle du pare-brise. « On peut raccorder ça avec le vecteur du vent, » dit-il doucement. Et avec notre corde, on n'applaudit pas. On aligna à midi. Le pays apporta sa logistique, des barnums, des glacières, mieux pleines, des cartes plus propres, des mains qui savent porter du poids en souriant parce que c'est leur façon de tenir. La famille vint. Posés, ils ne demandèrent pas de miracle. Ils demandèrent des gestes. Dites-nous où nous pouvons aider sans déranger. On leur donna la tâche la plus noble, tenir le centre de l'air. Accueillir, distribuer des numéros, encourager le bon silence. Un père, les yeux brûlés mais droits, ajouta, sur le panneau de liège, à côté de la carte postale, une feuille blanche avec 3 traits. Nous sommes là. À voix basse, quelqu'un répéta. On y sera tant qu'il faudra. L'après-midi apporta une chaleur horizontale, celle qui ne vient pas du ciel mais du sol. Ça tape par-dessous. Ça met les nerfs à un niveau où le bruit de sa propre respiration peut agacer. Ce fut la période des faux départs. Un sac plastique racé le faussait comme une preuve. Une chaussette orpheline tente le coup de théâtre. Un enfant dit « j'ai vu », puis se reprend. Honteux parce qu'il a fabulé sans malice. À chaque leurre, la même règle tenue. On traite avec respect, on classe. On remercie, on redescend. La vérité ne supporte pas d'être humiliée par la précipitation. Au milieu de cette fatigue, un détail fit basculer le jour vers l'utile. Pas un cri, pas un trouver, une odeur. Le maître chien s'arrêta, tendit le bras, les doigts à peine ouverts. Le buste dans le couloir que la corde figurait. Ici. On comprit qu'il ne parlait pas de possession, de découverte. Il parlait de trajectoire. On posa des drapeaux, 3, à distance égale. On ne pénétra pas l'ombre comme des voleurs. On la mesura. Le sergent fit reculer tout le monde, d'un pas. On remet les pieds dans les pas à côté. Dans la précision devint une politesse. Le désert, flatté, sembla s'ouvrir d'un degré. Une heure plus tard, la caméra d'un vieux pont bascule consentit à nous rendre un autre fil. En arrière-plan d'un camion pesé, une voiture passe, plus lente que la règle non écrite de la route quand elle est droite et vide. Une lenteur suspecte, mais pas suffisante pour crier au loup. On garde. Dites le sergent. Il plaça cette image à côté du point rouge, de la corde, de l'odeur au couloir. Une phrase commençait à se former. Simple, dépouillé, qui ne disait pas qui, mais comment. On tient souvent par un comment quand le qui refuse le jour. En fin d'après-midi, la fatigue sociale menaça de tout aplatir. Les microphones rêves revinrent avec leur relief. Les rumeurs s'installèrent à l'ombre comme des lézards. Un homme jura qu'il savait, il ne savait pas. La vendeuse, qui n'a pas de grade mais possède l'autorité des guichets, s'approcha du panneau, redressa la carte postale, posa sa main sur le mot « Revenir », puis se retourna. Merci de laisser au pas la priorité. Aux caméras. On servira du café quand elles apprendront la cadence. Ça fit rire sans se moquer. Et les micros reculèrent d'1 mètre. Le soleil commit son dernier théâtre. On se méfiait maintenant de ces beaux gestes. Le sergent fit recompter le matériel. Réaffecter les duos. Vérifier les lampes. Ce soir, on couvre moins, mais on couvre bien. Il plaça 2 hommes à la bouche d'un sentier d'entretien qu'on avait jusque-là sous-estimé, le retraité. En rentrant, s'arrêta et dit à la route. Presque tendre. Tu tiendras. La route, pour une fois, ne fit pas sa fière. La nuit tomba.
et avec elle, un frisson utile. Le pays n'allait pas s'endormir de travers. On reprit la minute comme un artisan reprend une pièce sous la loupe. La corde, invisible dans le noir, fut remplacée par l'air lui-même. On marchait à deux. On respirait ensemble. On comptait bas. Une torche hésita sur un éclat de verre. Un autre, plus loin, poussa un souffle. Non. On venait d'empêcher une preuve de devenir un décor. L'hélicoptère resta au sol. On lui préféra l'oreille. Les grillons tinrent la ligne de basse. Très tard. Un bus de nuit s'arrêta. Il n'avait sur son banc que le souvenir d'une attente. Le chauffeur coupa tout, comme celui de la veille, et ralluma un plafonnier maigre. Il resta. Cette fois, plus longtemps. Regarda l'allée comme on regarde un film sans images. Puis, il sortit, trouva le sergent et dit, presque honteux de donner un conseil, « Si vous changez l'angle du panneau, » là il montra le panonceau tordu, « on voit le banc depuis plus loin. » Le sergent nota, « On le fera au matin. » Exact. Ils se serrèrent la main comme on se passe une consigne. Le jour, encore, mit du temps à comprendre où on l'attendait, mais quand il arriva, la minute n'était plus une entaille béante, c'était une fente par laquelle on voyait déjà poindre des choses utilisables. Le couloir tendu par la corde, la lenture enregistrée par une caméra qui ne se croyait pas utile. Le grain rouge, l'odeur posée comme une parenthèse. Le panonceau qui allait enfin s'incliner du bon côté, rien d'héroïque. Tout tenu, et la carte postale, fixée droit, continuait de promettre le seul miracle qu'on sache tenir sans mentir. Revenir par des gestes exacts jusqu'à ce que la route accepte de nous rendre ce qu'elle nous a pris. Pas la vie tout entière, mais le vrai de la minute. Le 4e matin ne commença pas. Il reprit la phrase là où la veille l'avait laissée. Comme si la nuit n'avait été qu'une respiration tenue. On pivota le panonceau d'un quart, exactement comme le chauffeur l'avait suggéré. Et la route. Saudin laissa voir le banc plus loin, un détail simple qui change l'approche. Le sergent griffonna, angle corrigé, sur la carte plastifiée, puis rangea le feutre comme on remet une lame dans son étui. La vendeuse colla sous le mot. Revenir un second papier, plus petit. On voit mieux, le pays n'avait pas retrouvé son enfant. Mais il avait appris à corriger la géométrie du désert. La matinée apporta une coïncidence honnête. Une caméra secondaire, pas la star d'un auvent. Un œil modeste sur un dépôt d'outillage accepta de rendre 3 minutes floues. Exactement dans la fenêtre rétrécie la veille. On y devinait à peine une carrosserie. Une trajectoire qui hésite, et ce ralentissement minuscule qui n'appartient qu'aux endroits où l'on décide. Le technicien, peau de lézard et patience de moine. Nettoya image par image, non pour faire naître un visage. Pour clarifier le rythme, à la vitesse d'un battement de cœur. La silhouette gagnait la bande d'ombre, puis repartait. Presque contraint, la corde tendue entre le banc et la rambarde avait dit vrai. Au pont, la dalle rendit un autre secret. Par fidélité plutôt que par miracle, non loin du genou fantôme. Un petit accroc dans le bord de bitume, comme si un talon avait tenté une correction trop tardive. Le retraité, encore lui, posa son index sur la bavuraie, le maître chien. Basse continue, confirma sans emphase. On ne cria pas, pièce à conviction, on plaça. Sur le capot, un drapeau de papier, de pluie. La phrase se serrait, à la mi-journée. Un bruit s'invita dans le décor, pas un hélico, pas un micro. Un téléphone de poche qui vibra dans la caisse métallique du comptoir, la vibration serrée d'un message qui n'aurait jamais dû exister. La vendeuse lut, blanchit à peine, et tendit l'écran au sergent. Une carte postale scannée. Celle du présentoir voisin. Cliché de dune docile,
Et O2. Une écriture maladroite. Je suis loin. En dessous, un numéro masqué. Ruse d'enfant ou de menteur. Il y eut un fléchissement. Dans l'air. Le désert, moqueur. Semblait demander si l'on savait trier les voix avant l'épreuve. Le sergent prit le téléphone comme on cueille un insecte qui pique. On ne nourrit pas, on vérifie. L'équipe des communications isole à la cellule, identifiera l'émetteur. Remontera la piste jusqu'à un clavier qui ne tient pas debout. Le pays connu sera le collectif que déclenchent les cruautés gratuites. Puis il rappela, d'une même main. S'atténueux après la fausse carte. La vraie technique arriva, plus silencieuse. Relevé d'antenne, log de signalisation. Menu Caillot, numérique que les villes abandonnent à leur insu. Une analyste. Voix douce et yeux qui calculent droit, déroula sur l'écran un réseau de cellules qui se réveillent quand on les frôle. Ce point-ci, dit-elle, et parle au même moment que notre trajectoire lente. Le sergent ne demanda pas le nom, il demanda le chemin. Depuis ici, on peut rejoindre la route de service. Puis la piste de maintenance. C'est une ligne qui aime les renoncements. On marqua en jaune le couloir neuf, le plan respiré. Moins large, plus précis. L'après-midi glissa son étrave de chaleur au ras du sol. Les peut-être traversèrent l'air comme des oiseaux trop craints. On les observa, on les laissa passer. Une femme apporta un sac de glaçons et un souvenir. Il y a 3 ans, un type ralentissait toujours à cet endroit pour regarder je ne sais pas quoi. En nota, sans fabriquer un monstre à partir d'une habitude. Un volontaire trouva une lanière de plastique transparente ornée d'un fil rouge. Elle pourrait venir d'un sac, d'un jouet, d'un rien. On la rangea avec égard. Dans le dossier qui commençait à peser comme une brique d'argile humide. Au bout de la route, les médias installèrent un duplex, la vendeuse. Paulier leur prêta une rallonge et leur retira la table la plus près du panneau. Revenir. La famille, posée, choisit ses apparitions comme on choisit ses mots. Pas de colère mise en scène. Une demande simple qu'on regarde mieux, la minute, qu'on la serre encore. Un père dit « Nous ne cherchons pas une histoire. Nous cherchons sa vitesse. » Les caméras hésitèrent. Déçus par le manque de phrases prêtes, puis reculèrent d'un pas. Lorsque la mère accrocha, à côté de la carte postale, un ruban rouge même teinte que le grain ramassé sous la dalle, le désert. Pour la première fois, sembla se taire de respect. Le soir, une patrouille prit la route de service nouvellement soulignée. Rien à vendre aux journaux, de l'herbe rase. Des clôtures qui grincent, des boîtes électriques qui ne se laissent pas aimer. Et après, un virage que la carte connaissait mal. Un renfoncement d'argile tassée, comme la paume d'une main dans la glaise. Là, au bord, un trait qui n'était ni franc ni timide. Le flanc d'un pneu avait frotté. Juste assez pour parler. On posa une réglette. On photographia, on respira. Le sergent exigea de rentrer la nouvelle dans la phrase entière. Bancore de ralentissement point rouge, accroc-route et de service frottement. Le puzzle cessait d'être un hôtel, il devenait un itinéraire. La nuit vint, pas hostile. Elle déposa sa toile sur le paysage sans confisquer nos torches. Les chiens, ce soir-là, retrouvèrent Navois perdu à midi. Un fil d'odeur si léger que les humains se sentaient grossiers à côté. On arrêta les hélices. On fit silence, le désert, qui décidément aimait qu'on lui parle bas, rendit une résonance. On entendit, très loin, une portière vieille se plaindre, puis plus rien. Le sergent, plutôt que de courir vers le son.
posa un homme à la porte du couloir et un autre au bout, pour que la nuit n'ait pas l'idée de nous refaire le coup de la minute élargie. Entre deux rondes, un bus nocturne s'immobilisa. Le chauffeur, celui du feutre de la veille, fit signe au sergent. J'ai ajouté 1 minute à l'arrêt de routine. Les mômes râlent. Ils apprendront. Pas de discours. Une coutume qui naît. Le sergent nota. Non dans son carnet, dans sa marche. Tarde, sous la tente où l'analyste empilait ses cellules. Une autre carte prit sens. S'il a choisi la route de service, dites-elle, c'est qu'il aime les zones sans témoins. Il y en a une 3e, là-bas, en arrière, peu de raisons d'y aller. Sauf si elle ne finit pas. Personne n'aima le sauf. On y posa des yeux au matin. Pas un commando, un regard tenace, la fatigue. Pourtant, tenta sa procuration. Un appel anonyme, une injure larvée. Un je sais trop assuré. La vendeuse prit le combiné, écouta et reposa en prononçant le mot qu'on avait vaguement inventé au premier jour. Ténue, l'homme raccrocha sur une phrase qui se brisa toute seule. On revint au capot chaud, à la carte plastifiée. Au feutre obstiné, le sergent encercla l'itinéraire en pointillé. Pas de triomphe, dit-il. De la persistance. Au petit matin, lors de la nuit, où la lumière se trompe de ton avant de se corriger, on décida un geste humble et décisif. Déplacer le banc de 10 cm, le tourner d'1 degré, pour que ceux qui attendent voient les voitures arriver plus tôt, et que les voitures apprennent l'existence des attentes. On fixa une cloche discrète sur le panonceau, qui teinte quand le vent force, rappelle que la visibilité, ici, n'est pas un luxe. On traça au sol, en peinture pâle, une ligne qui dit « Restez ensemble ». Ce n'était pas une sanctuarisation du malheur. C'était la fabrication d'un endroit têtu. Alors, au 4e soir, quand le soleil déclina sur l'ocre, avec sa mauvaise habitude de faire de l'art. Le pays soude qu'il avait, sinon gagné. Du moins avancé. La minute n'était plus un gouffre. C'était un goulet que l'on savait parcourir sans perdre son souffle. Les caméras s'ennuyaient un peu. La justice, elle, s'armait d'outils pauvres et juste cordes. Ruban, angle, frottement. Route de service, lenture. La carte postale, épinglée droit, avait cessé d'être une promesse de vacances. Elle tenait lieu de serment, et dans le vacarme intérieur de chacun. Un rythme s'était imposé, simple comme une consigne de bus. Pause. 1, 2. À cette cadence-là, le désert consentait, millimètre par millimètre, à rendre ce qu'on lui demandait. La vérité d'un passage, puis plus tard, plus loin, mais déjà écrit dans le sable, un nom à prononcer sans trembler. Le 5e jour s'annonça avec un caprice de météo que le désert réserve aux obstinés, une poussière levée par rien. Un rideau ocre qui avançait à pas de louve et avalait la ligne droite comme on mâche un juron. Le panonceau tinta trop tôt. La cloche, minuscule, tenait bon sa consigne. La vendeuse avait rempli des gourdes comme on arme une prière, sur le capot. La carte plastifiée recevait des grains qui crépitaient comme une pluie sèche. Le sergent leva les yeux. Jaugea la bourrasque, puis la carte, puis les pas. On garde la cadence. Le pays comprit que, même quand la visibilité se retire, on continue d'apprendre. La tempête n'était pas un décor. Elle fit son travail d'adversaire. Elle brouilla les horizons, engloutit les silhouettes, donna aux voix la distance fausse des coups de téléphone. Les bénévoles resserrèrent les fils. Pause.
1, 2. Le couloir de corde désormais mémorisé par les corps. Le maître chien. Musso, bas, accepta la poussière dans ses narines, comme un texte plus dense à lire. La vendeuse posa des lunettes de protection sur le comptoir à côté du café, pour les yeux qui veulent rester, et scotcha une nouvelle feuille sous « Revenir ». On tient même quand on voit moins. La tempête eut un effet inattendu. Elle gela le sol, sous l'argile battue. La croûte se fit ferme comme un couvercle, quand, en milieu de matinée, le vent perdit son souffle. Le paysage, débarbouillé, révéla des traces qui jusque-là refusaient d'avouer, pas des empreintes théâtrales. Des appuis corrigés, un talon qui hésite, une pointe qui se reprend. Un glissement discret le long de la route de service. À la sortie d'un virage, une série de morsures dans la boue sèche, signature d'un pneu avec un défaut à l'épaule. Le retraité posa 2 doigts sur la croûte. C'est pas d'hier, c'est de nous. Le sergent apposa un drapeau de papier, respira une fois. Puis 2, la phrase gagnait un verbe. À l'attente technique, l'analyste au regard droit aligna sur l'écran une cartographie qui ressemblait à un ciel inversé. Des cellules allumées. La veille au rythme de notre couloir. Et au bout, un silence non l'absence. Le trou voulu entre 2 antennes. Ici. On disparaît volontairement. Murmura-t-elle. Pas de réseau. On y va pour ne pas être vu. Elle traça une diagonale qui contournait un dépôt fermé, mordait une piste de maintenance et mourait au bord d'un ancien franchissement de fossé, béton d'un autre âge. Oublié des cartes récentes, le sergent posa la paume sur le plastique. On tient ça et pas autre chose. Et passe de dispersion. La tempête elle-même était devenue un allié. Elle avait effacé nos hésitations et laissé au sol le squelette d'une décision. La famille arriva, posée, avec une dignité qui, désormais, servait de règle. Le père lut la carte comme on se relit avant d'entrer dans une pièce difficile. Il ne demanda pas le qui, il pointa du doigt la ligne. Ah ça, c'est la vitesse qu'on cherche. La mère accrocha un second ruban rouge, plus court. À côté du premier, l'exactitude d'un double. La vendeuse ajouta. Sur le panneau, un rectangle de carton. Route de service ouverte. Aujourd'hui, rien qui excite les caméras. Tout qui arme la patience. À midi, le désert fit un geste rare. Il offrit de l'ombre. Un nuage passa. Juste assez pour que les yeux gagnent en netteté. Dans cette fenêtre, un volontaire au regard de menuisier remarqua, près de l'ancien ouvrage en béton, une bande de scotch translucide agrafée à une branche basse. La queue d'une réparation, maison, peut-être arrachée par une épaule pressée. Un fil rouge y restait, frère du grain trouvé sous la dalle. On le déposa dans une pochette claire, comme on pose une pièce légère sur une balance ancienne. Le sergent n'applaudit pas. Il aligna. Bain cordé, ralentissement, pointe rouge, accrocroûte de service pneus, bande scotchée. On tient une cohérence, dit-il. Le mot n'avait rien de spectaculaire. Il valait plus qu'un scoop. L'après-midi tenta son lot d'accélération toxique. Une chaîne d'infos annonça une avancée majeure, là où il n'y avait que de la méthode. Un appel masqué proposa un indice contre quelque chose. La vendeuse décrocha. Écouta, raccrocha. Respira, tenue, répéta-t-elle pour elle, puis pour nous. Le sergent, inamovible, renvoya les caméras au bout de l'air, traça au sol une limite en ruban pâle et dit simplement « les pas d'abord ». Les phrases ensuite en obéissent sans prêcher. Alors que la chaleur retombait, un bus scolaire venu d'un village voisin s'arrêta.
vide, pour saluer à sa manière. Le chauffeur fit descendre 2 collègues. Ils mesurèrent, avec un mètre de tailleur, la distance précise entre le banc déplacé et le point où l'œil capte l'ombre du pont. On la mettra dans nos consignes internes. Dites-le. Gêné de l'officialité. Les arrêts lents ne seront plus des exceptions. Personne ne fit de photos. C'était une décision, pas un contenu, sur la route de service. La patrouille du soir prit la diagonale vers l'ancien franchissement. La boue séchée gardait sa pâleur de page tournée. À la base du talus, un capuchon de valve, minuscule, dormait dans une cuillerée de poussière. Ces pièces qui tombent seulement quand on manipule trop vite. La réglette, la pochette, le souffle, plus loin, sous une dalle, un éclat de plastique teinté même rouge que le ruban de la mer, que le grain du pont, que le fil de la bande scotchée. C'était une nuance tenace qui ne voulait pas, elle, disparaître. La tante de l'analyste reçut alors la dernière pièce du jour. Un segment de vidéo restitué par un commerce rural, caméra paresseuse braquée sur un parking où rien n'arrive jamais. Rien sauf une carrosserie qui entre, s'immobilise au bord du cadre. Repart trop vite après qu'un enfant a manqué la navette à l'heure où le soleil tranche les ombres. La plaque était illisible. La forme banale, le moment utile. Ce véhicule épouse notre couloir, dit l'analyste, et se perd exactement là où nos antennes se taisent. Le sergent Oja. Pas de nom, pas de visage. Mais un commentaire écrit dans la poussière avec une encre qui ne s'évapore pas, en fin de journée. La police lança une idée pauvre et décisive, une convoyage d'habitude. On invita les bus de la région à venir, à tour de rôle, rejouer leur arrêt, mais avec la correction nouvelle panonceau angle corrigé. Banque déplacée, minute pleine. On plaça des parents volontaires à l'ombre du pont, de part et d'autre, non comme des sentinelles de cinéma, comme des voisins. On demanda au conducteur routier de lever le pied sur 50 mètres pour que la vitesse, ici, reconnaisse la place qu'elle doit au corps. Ce fut une cérémonie sans ruban, un apprentissage du futur en direct. La nuit vint sur des pas qui savaient où se poser. La tempête du matin avait nettoyé les nerfs autant que le ciel. Les chiens reprirent le fil au ras des herbes. L'hélicoptère. Inutile, resta muette. L'ombre du vieux franchissement n'effrayait plus. Elle contenait. Le sergent répartit ses hommes. Un au goulet, un au débouché. Un en arrière-garde. La vendeuse ferma le volet à moitié. Comme d'habitude depuis qu'on sait tenir. La carte postale du désert. Épinglée droit, ne promettait plus rien. Elle rappelait seulement que l'on peut corriger 1 minute jusqu'à la réduire à la vérité. Très tard, un bruit sec monta depuis la piste de maintenance. Écho de métal qui se corrige mal. Un agent leva la main. Les torches restèrent basses. On ne courut pas. On laissa l'angle venir à nous. Une silhouette hésita. Un demi-mètre de recul, puis disparut par le couloir que nous avions déjà pensé. Pas d'arrestation, un renoncement imposé. Le pays venait de gagner ce que la justice oublie souvent de célébrer, un empêchement. À l'aube, la tempête avait renoncé à son théâtre. Le désert, remis en ordre, semblait avoir perdu un peu de sa suffisance. On rouvrit la carte. On souligna en jaune l'itinéraire désormais tenu. On ajouta, sur le panneau, sous revenir, une phrase du sergent que tout le monde, à force, avait adoptée. On n'élargit pas l'ombre, on rétrécit la minute. La vendeuse l'écrivit au feutre. Sans trembler, la famille, en silence, posa la main sur la vitre. Le 5e jour n'avait pas livré de miracle. Il avait offert mieux, une méthode qui mordait enfin sur la pierre. Et
Derrière la ligne pâle peinte au sol, un pays entier. Désormais, marchait à la bonne vitesse. Le 6e jour entra par la petite porte, un souffle plus frais, une ombre nette sous le banc, la cloche qui tinta une seule fois comme un stylo conteste avant d'écrire la ligne décisive. La vendeuse leva le volet au cran des bonnes nouvelles prudentes. Elle ajouta au panneau un papier minuscule, on continue même cadence. Le sergent, montrée ouverte, posa de nouveau la carte plastifiée sur le capot, non pour recommencer. Pour resserrer encore, le couloir jaune devenait un fil. Puis un cheveu. Aujourd'hui, on ne gagne pas des kilomètres, dit-il. On gagne des centimètres. Le désert, à cette heure-là, gardait le sérieux d'un tribunal avant l'audience. Les chiens prirent la piste avec l'aisance des lecteurs qui reviennent au chapitre qu'ils connaissent par cœur. Le maître chien murmura, doucement, et miracle d'habitude. L'air s'exécuta. Au pont, la dalle érendite, un dernier grain frère jumeau de celui trouvé la veille. Preuve que la nuance rouge ne s'inventait pas. Elle persistait. La route de service, plus bas, offrit une autre franchise. Une ligne de poussière comme un doigt posée sur une carte, droite puis déviée à l'endroit exact où la diagonale menait vers l'ancien franchissement. C'est là que la première bascule se produisit, sans tambour. À l'angle d'une barrière d'entretien, un marquage d'usine. Presque effacé, se laissa lire sous le soleil, lavé par la tempête. 3 lettres et un chiffre, pas un nom. Un modèle. L'analyste, appelé, posa les droites sans emphase, cette empreinte d'épaule de pneu. Ces morsures, ça rime avec ce modèle-là. Pas une révélation. Une concordance. Le sergent hocha, coinça dans sa poche l'étiquette mentale. Et déjà, une mécanique plus grande que l'air se mit en branle. Correspondances, registres. Garages, le lent démarrage d'une justice qui préfère l'alignement à l'ego. Le pays, Louis, continua sa liturgie. Les bus rejouèrent leurs arrêts à la minute pleine. Les conducteurs posèrent de la main sur le banc comme on salue un drapeau. La famille, en retrait, offrit des mots exacts, ni slogans, ni terreur. Merci de tenir la minute avec nous. La vendeuse servit un café à la cloche et sourit au hasard. On aurait dit que le lieu lui-même commençait à respirer autrement, en milieu de matinée. Une équipe discrète s'engagea sur une piste latérale que les cartes ignoraient. Derrière un rideau d'arbres maigres, pas de caméra, des pas. La piste menait à un hangar battu par le vent. Posé là comme un aveu. La tôle chantait sa chanson de fer blanc. On frappa, on attendit. On frappa comme on le fait quand on sait que le monde regarde sans regarder. À l'intérieur, un souffle se retint. L'autorisation tomba par le biais d'un coup de fil bref. On entra, non comme dans un film, comme dans une pièce où l'on ne veut rien casser. L'odeur de caoutchouc et de solvant reçut l'équipe comme un chien, qui n'a pas choisi son maître, dans un coin. Un pneu aux épaules rognées dormait, usé exactement là où la boue avait signé la veille. Sur un établi, un rouleau de bande translucide. Fin fil rouge dans le curseur de la queue arraché au buisson. Un bac d'outils garda. Au fond, un capuchon de valve, longtemps orphelin. Rien, pris séparément. N'était une explosion. Ensemble, c'était une phrase entière. Le sergent ne s'autorisa pas la satisfaction. Il fit ce qu'il s'était promis depuis le premier jour. Il raccorda. Chaque objet se posa sur la carte comme un mot qui accepte enfin sa syntaxe. Dehors, le vent se leva un instant non d'une tempête. Un souffle clair qui balaya l'air avant de s'apaiser. Le pays sentit, sans se le dire, que quelque chose venait de se déplacer du bon côté.
On ne cria pas. On laissa la nouvelle se rendre à hauteur de banc. La vendeuse essuya la vitrine. La mère raffermit sa main sur l'épaule du père. Un chauffeur posa le talon et attendit 1 minute de plus. Par coutume, l'après-midi prit une couleur de salle d'attente. Les temps s'imbriquaient. Les équipes sur le terrain, le fil technique qui cousait les cellules et les caméras. Les unités qui apprennent les adresses par cœur. Le sergent, face à la carte, refusa le piège du mythe. « Nous n'avons pas résolu la nuit », dit-il à ceux qui voulaient déjà écrire. « Nous avons tenu la minute jusqu'à ce qu'elle s'ouvre. » On le laissa parler bas. Il fit le tour une fois, tendit la corde imaginaire entre banc et rambarde. Désigna le couloir, la route de service. La piste. Il raconte comment. Pas qui, le qui viendrait. Tenu par la méthode. En fin d'après-midi, la radio interne chuchota une suite de codes sans poésie. Pour qui savait lire. C'était une prise, pas l'arrestation de cinéma. Le geste exact par lequel une enquête avance d'une dent. On entendit, très loin, un véhicule démarrer qu'on ne laisserait plus filer, sur l'air. Personne n'applaudit. La vendeuse posa le bol à sa place. La famille resta. Droïté. Les bénévoles continuèrent de marcher selon la ligne peinte. On avait appris que l'essentiel ne fait pas de bruit. La nuit, pourtant, offrit sa propre scène petite. Transformante. À l'heure où les grillons prennent la basse, un bus s'arrêta. Pleine, les enfants descendirent avec cette bousculade fidèle. Ils se rangèrent derrière la ligne, comme on l'a appris toute la semaine, et regardèrent la route avec un sérieux d'adulte. La cloche tinta, parce que le vent, encore, se mêlait de mémoire. Le chauffeur leva la main, attendit l'ombre du pont. Puis fit signe, la mère, à côté, ne pleura pas. Elle posa seulement sa paume sur la vitre où pendait la carte postale du désert et lut sans lire le mot « Revenir ». Plus tard. Le sergent et la vendeuse restèrent seuls un moment, à écouter l'air retenir son souffle. « Vous avez mal ?» demanda-t-elle sans indiscrétion. « J'ai la montre qui pèse », répondit-il. Il la sortit, la regarda. Puis, pour la première fois depuis des jours, la referme. On peut fermer un instant. Concéda-t-il, elle hocha. Ils ne célébraient rien. Ils admettaient que le monde avait changé d'1 degré. Dans l'attente, l'analyste empila les concordances comme on range des draps, soigneusement, l'un sur l'autre, sans déborder. Elle colla sur un coin d'écran une phrase au feutre. Ne pas confondre preuve et vengeance. Sa voix ne tremblait pas. La justice, ce soir-là, avait retrouvé sa hauteur. Oh, sa hauteur. Pas de panache, du tissage. À l'aube, un bruit différent tapota le toit du Barnum. Une pluie mince, oui, sur l'ocre. Cette eau rare qui rend au paysage la couleur du pardon, sans effacer ce qui doit rester. La poussière se coucha avec gratitude. Le banc brilla d'1 millimètre. La cloche sonna clair. Des oiseaux, que personne n'avait écoutés depuis 6 jours, se permirent une phrase. Alors, on fit ce qu'il fallait pour que la minute ne soit plus jamais offerte à la fin. On peignit la ligne de manière durable. On fixa la cloche avec un anneau qui ne rouille pas. On grava sur un petit panneau une consigne simple. Attendre n'est pas perdre. On planta, derrière le banc, un arbre maigre qui tiendra l'ombre future. Les bus intégrèrent la minute pleine à leurs horaires. Les conducteurs signèrent de leur nom cette seconde de responsabilité. Les voisins gardèrent dans leur poche le numéro qui répond et la route. Droite, renonça un peu à son arrogance. La famille, devant le panneau, ajouta un ruban rouge, ultime. Sans commentaire,
Le père inspira. La mère inspira, et l'on sentit, sur le pays entier, ce déplacement infime par lequel on respire mieux, sans cesser d'avoir mal. Ce n'était pas la fin d'un cauchemar, c'était la fondation d'une coutume qui refuse que d'autres minutes se perdent, au comptoir. La carte postale du désert resta épinglée. Un paysage faux devenu serment vrai, la vendeuse. Chaque matin, la remettrait droite. Le sergent, en passant, poserait la main sur le banc sans s'y asseoir. L'analyste, loin de là, continuerait d'apprendre aux cartes à parler à la vitesse. Les chiens dormiraient un peu, museau sec. Mission ténue, et la route, qui avait oublié, se rappellerait. Il restera des procédures, des audiences, des pages à noircir que d'autres rempliront. Mais cette semaine, Nestlé aura enseigné à un pays entier qu'on peut corriger un angle avec des gestes pauvres, qu'on peut rétrécir 1 minute jusqu'à ce qu'elle rende sa vérité, qu'on peut tenir la lumière même quand le désert préfère l'éblouissement. Le reste, les noms, les dates, les condamnations appartiendra à la justice. La cadence, elle, appartient déjà aux vivants. Pause. 1, 2, et à cette cadence-là. Sur une aire poussiéreuse devenue lieu, les enfants descendront des bus sans que la route leur vole leur temps.